Le chapitre 21 en OG est consacré à l'objectif photographique, c'est-à-dire au système optique composé principalement de lentilles qui est devant tout appareil photographique. Alors ce chapitre représente pour vous un petit changement puisque tout objectif photographique, si je le représente par un système centré, il a pour but d'un objet AB que l'on souhaite donc photographier de donner une image A'B' réelle. Et ça, c'est un gros changement parce que jusqu'à présent, les systèmes que vous étudiez ont pour but de fabriquer une image A'B' virtuelle pour donner l'illusion à votre œil de voir en général plus gros. Et là, c'est totalement différent, il n'y a plus du tout l'œil de l'utilisateur. Le but d'un objectif photo, c'est de créer une image A'B' réelle, et cette image, elle va être enregistrée sur un capteur. Alors, il y a quelques années encore, c'était sur une pellicule qui était sensible à la lumière et sur laquelle venait s'imprimer l'image A'B'. Alors que maintenant, c'est plutôt des capteurs CCD qui sont constitués, comme vous l'avez déjà entendu dire, je pense, de plusieurs millions de pixels qui enregistrent eux aussi la lumière correspondante à A'B'. Donc des objectifs, pour vous donner un ordre d'idée, si vous allez sur le site d'Apple et que vous regardez l'iPhone 6, eh bien, il vous montre toutes les lentilles que vous voyez ici, qui constituent l'objectif photographique, qui vont être capables de donner, de photographier un objet et de créer une image A'B' sur le capteur qui est juste derrière. Alors au BTS, pour l'instant, on n'a pas encore vu de sujet sur un iPhone 6, mais on a vu plein de sujets sur des appareils photo professionnels de ce type-là. Si on les regarde de profil, en fait, l'objectif, c'est tout ce qui est devant, d'accord? Ça, c'est l'objectif photo. Il est d'ailleurs, dans ces appareils photo-là, interchangeable. On peut avoir à la maison plusieurs objectifs photo en fonction du style de photographie que l'on veut faire. Et la lumière, elle est collectée à la fin sur le capteur qui, lui, est dans le gros boîtier. Et lui, on n'en a qu'un en général, vu le prix. Voilà. J'insiste sur le fait que du coup, l'objectif photo, ce n'est que l'élément qui est devant le capteur. Et c'est ça qu'on étudie en OG dans un sujet d'OG, d'objectif photo. Je profite aussi pour vous rappeler la notion de pixel rapidement. Donc quand vous prenez en photo quelque chose, la lumière de ce quelque chose vient se mettre sur le capteur qui est au fond de l'appareil photo. Donc ce capteur, on le voit ici. Et ce capteur, il est donc constitué de millions de pixels. 12 mégapixels, par exemple, c'est 12 millions de pixels. Donc vous imaginez à quel point ces pixels sont petits. Et ces pixels, ils vont être capables en fait d'enregistrer la lumière qui leur parvient. Chacun d'entre eux va s'éclairer d'une certaine couleur. Et c'est la mosaïque de tous ces pixels qui va enregistrer l'image. Alors vous allez me dire, mais pourtant cette mosaïque, quand on prend des photos, on ne la voit pas. En effet, on ne la voit pas parce que ces pixels sont trop petits pour être vus à l'œil nu. Mais il faut retenir, pour la suite du cours en tout cas, que voilà, ils sont individuels et que chacun s'éclaire d'une couleur en particulier. Voilà pour l'introduction. Alors on va dans ce chapitre, comme d'habitude, parler des généralités de l'objectif photographique, son fonctionnement, la taille de l'image et la notion de zoom, les champs transversaux bien sûr, la limite de résolution. Et puis on terminera par les spécificités. Qu'est-ce qui dans un sujet d'objectif photo au BTS est particulier? On verra ça à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord le fonctionnement, si on rentre un petit peu dans les détails. En général, un objectif d'appareil photo, c'est constitué d'une lentille mince L1, juste derrière un diaphragme, et puis ensuite une ou beaucoup de lentilles, donc je vais mettre un système centré pour parler de manière générale. Et ça, c'est l'objectif photo. À la fin, l'image, elle est collectée quand même, on en parle dans le sujet à chaque fois, sur un capteur. Le diaphragme, il est intéressant et il est important parce que c'est lui qui va contrôler la luminosité de votre photo.
Donc c'est le diaphragme d'ouverture, on en reparlera dans les champs. Mais ce qui est intéressant dans l'objectif photo, c'est que vous pouvez prendre des photos plus ou moins éclairées, avec des luminosités plus ou moins importantes, selon l'effet que vous voulez avoir. Et en fait, dans un appareil photo, dans un objectif photo, le diaphragme, c'est un diaphragme à iris, comme vous le voyez sur cette image, qui permet en fait à l'utilisateur de choisir le diamètre du diaphragme D, à volonté. Alors pourquoi Eh bien par exemple, sur ces deux images-là, on voit le diaphragme qui est en haut très fermé et en bas très ouvert. Et bien ça, si on prend quelque chose en photo dans ces deux conditions-là, on va avoir en haut une photo plutôt sombre parce que peu de lumière est rentrée dans l'objectif photo, et en bas une photo plutôt éclairée. Et on peut donc choisir l'éclairage de sa photo avec ce diaphragme. À tel point, c'est tellement important qu'il y a une formule qui permet en fait de caractériser cette ouverture du diaphragme et la luminosité de la photo. C'est le nombre d'ouvertures. Donc première formule du cours, le nombre d'ouvertures, petit n, c'est la distance focale de l'objectif entier, donc de l'instrument, le f' de l'instrument, divisé par le diamètre de la pupille d'entrée, et non pas par le diamètre du diaphragme D. Donc la pupille d'entrée, s'il vous faut son diamètre, il vous faudra conjuguer le diaphragme D dans l'espace d'entrée. Alors cette formule, elle donne des résultats un peu contre-intuitifs, puisque quand le diaphragme est grand en diamètre, la pupille d'entrée est grande en diamètre, et donc le nombre d'ouvertures est petit. Ce qui veut dire que la photo du bas, très éclairée, c'est un nombre d'ouvertures petit. Alors que la photo peu éclairée en haut, c'est un nombre d'ouvertures grand. Ce qui est un petit peu contre-intuitif. Maintenant, au niveau de la taille de l'image sur le capteur, sur la pellicule ou sur le capteur. Bonne nouvelle peut-être pour vous, puisqu'il n'y a pas l'œil de l'utilisateur pris en compte dans un sujet d'objectif photo, il n'y a pas de puissance et de grossissement. Non, il n'y a pas de puissance et de grossissement. On revient à des notions de base. Il y a l'objet, AB, il y a l'image finale, A'B' réel. Et donc, si l'objet est à distance finie, on utilisera le bon vieux gamma t pour caractériser le rapport de taille entre A'B' et AB. C'est-à-dire que A'B' sur la pellicule, c'est gamma t fois AB. Si l'objet est à l'infini, pareil, on repart sur un schéma de tangente classique à l'infini. Quand l'objet est à l'infini, A'B' bien sûr est sur f' de l'objectif. Et donc on peut écrire la formule de tangente de d'habitude pour, si l'on le souhaite, calculer la taille de l'image sur la pellicule. Alors on voit que du coup puissance et grossissement sont remplacés par gamma t obj et f' obj qui, si on les modifie, permettent de changer la taille de l'image sur le capteur, sur la pellicule. Alors j'en profite pour vous parler de la notion de zoom, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez intuitivement. Quand on prend une photo, on veut zoomer sur l'objet, par exemple, que l'on photographie. Mais en fait, ça c'est important de comprendre que par derrière, il y a tout un travail de l'objectif photo pour arriver à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire à zoomer. Si on considère un objet AB à l'infini, on sait qu'A'B' va se mettre sur f' obj. Mais comme on veut prendre en photo, il faut de toute façon que les choses soient bien configurées et que le capteur soit aussi sur f' obj. Parmi tous les rayons qui viennent de B à l'infini, là j'en ai dessiné 4 parmi les milliards qui arrivent, on peut par exemple garder celui-ci qui passe par le point nodal, parce que comme ça il nous permet de rapidement tracer l'émergent qui sort parallèle à l'incident, et nous permet assez rapidement de trouver sur le capteur la taille de A'B'. Ça, c'est une configuration donnée. Maintenant, si on veut zoomer, c'est créer A'B' plus grand sur la pellicule, sur le capteur. Comment on fait ça? Eh bien, ce que va faire l'objectif photo quand vous allez vouloir zoomer, c'est que premièrement, il va bouger toutes les lentilles qu'il possède pour fabriquer une distance focale plus grande.
Il va donc faire ceci. Il va modifier la distance focale. À ce moment-là, on voit que A'B' qui se forme toujours sur F'Obj est beaucoup plus grand. On a donc réussi à agrandir A'B'. Par contre, problème, pour l'instant, A'B' il n'est pas pris en photo parce qu'il n'est pas sur le capteur. Alors, dans un deuxième temps, l'objectif photo va déplacer toutes les lentilles vers la gauche pour recaler A'B' sur le capteur. Donc on voit que c'est quand même un sacré travail de zoomer. Derrière le mot zoomer, il y a tout un travail de l'objectif qui constitue à modifier sa distance focale, F'Obj, et à replacer A'B' sur le capteur. Et donc ça risque de vous faire bizarre si ça arrive dans certains sujets. Un objectif photo a la capacité, à n'importe quel moment, de changer son F'Obj, qui, je rappelle, est le F' instrument, de l'instrument qui est l'objectif photo. Et ça, c'est assez particulier. Au niveau des champs, alors, assez rapidement, juste pour vous préciser que donc le diaphragme D, c'est le diaphragme d'ouverture, c'est lui qui contrôle la luminosité. Le diaphragme de champ, il est parmi les lentilles dans le système centré H2, H'2 en général. Mais la spécificité quand même de l'objectif photo, c'est que vous pouvez avoir deux manières de faire les champs. On va dire la manière classique que vous connaissez. Vous choisissez un espace de travail, vous conjuguez éventuellement les lentilles, vous faites votre schéma à l'échelle côté, vous faites vos 5 droites. Et vous trouvez dans l'espace de travail le plein lumière, le moyen, le total. Mais il y a aussi les champs spéciaux pour les objectifs photo qui sont beaucoup plus rapides à faire. Il se peut que l'on vous dise dans le sujet que la pellicule, que le capteur, est pile inclus dans la pleine lumière. Je vous rappelle que les champs, ce sont des zones, des cercles, et il se peut qu'on vous dise que dans l'espace image, la pellicule, le capteur, rentre pile sur la zone de la pleine lumière. En même temps, heureusement qu'il n'y a pas le champ de contour sur la photo, ça serait un peu bizarre et moche. Si on vous dit ça, si on vous parle de cette configuration, à ce moment-là, il n'y a pas les 5 droites et le schéma à faire, parce que la diagonale du cercle que je viens de dessiner, c'est le champ, image, 2 fois A'B' pleine lumière. Et si vous voulez sa valeur, c'est très simple, c'est la diagonale du capteur. Et on vous donnera les dimensions du capteur, en hauteur, largeur. Par exemple, les capteurs d'objectifs photo professionnels, c'est des capteurs 24 mm par 36 mm. Et avec un théorème que vous connaissez bien, le théorème de Pythagore, vous pouvez calculer la diagonale de ce capteur et donc votre champ de pleine lumière très rapidement. Enfin, les limites de résolution, comme d'habitude. Au niveau de la diffraction, ça reste classique. 1,22 lambda sur 2 sinus U pour un objet à distance finie. Alors j'ai pas mis le n de n sinus U parce qu'il est rare qu'on prenne les photos sous l'eau ou dans un milieu autre que l'air. Et puis si l'objet est à l'infini, c'est le 1,22 lambda sur 2 fois le rayon de la pupille d'entrée. J'insiste, la pupille d'entrée n'étant pas le diaphragme D, mais le conjugué du diaphragme D dans l'espace objet. Au niveau du récepteur, gros changement, peut-être que vous allez être content, il n'y a plus d'œil, il n'y a plus epsilon prime, qui est en minutes et à mettre en radians et tout ça. Non, il y a des nouvelles formules. Dans le cas de l'objet à distance finie, c'est le diamètre du grain sur le gamma t de l'objectif, et à l'infini, c'est le diamètre du grain sur le f' de l'instrument, c'est-à-dire le f' de l'objectif. Qu'est-ce que le diamètre du grain? Eh bien, c'est la taille d'un pixel. Ou, si c'est un vieil appareil photo, ce qu'on appelle le grain de la pellicule, qui sera donné, bien sûr, dans le sujet aussi. Voilà. Voilà pour les généralités. On va maintenant parler des spécificités d'un objectif photo en termes de questions au BTS. Alors, les deux premières, ce sont la profondeur de champ et la distance hyperfocale. Ces deux notions-là, elles correspondent en fait concrètement au fait que, des fois, on se dit « Waouh, cette photo, elle est jolie ». Alors, elle n'est pas spécialement jolie parce que c'est des fleurs, elle est jolie parce qu'il y a des fleurs qui sont photographiées nettes, avec le fond qui est flou, et ça fait une sorte d'effet artistique. Comment ça se fait qu'on peut avoir du flou, et comment ça se fait
que les photographes, eux, à volonté, ils mettent le fond flou ou pas, selon l'effet qu'ils veulent avoir. Et bien ça, c'est la profondeur de champ et la distance hyperfocale. Alors, profondeur de champ. Imaginons, je représente tout l'instrument très simplement par sa pupille d'entrée et sa pupille de sortie. Je ne mets pas les lentilles et tout à l'intérieur. Je mets le capteur et je veux prendre en photo un objet A. La prise de photo de l'objet A donne une image A'B' sur le capteur. Mais tous les objets qui sont avant et après A, eux aussi sont pris en photo. Eux aussi vont avoir des rayons de lumière qui vont aller sur le capteur. La question, c'est de savoir si ces autres objets vont être vus et photographiés net. Alors prenons par exemple un point C qui serait en arrière de A. De par la dynamique des images, on sait qu'il va être formé en arrière du capteur. Est-il vu net? Est-il photographié net, ou pas? Eh bien, si on regarde le faisceau incident, il va sur les bords de la pupille d'entrée, et si on regarde le faisceau de sortie, il part des bords de la pupille de sortie. Donc ce qui est sûr, c'est que sur le capteur, le point C, il ne donne pas un point, il donne une tache. Donc en théorie, une tache, c'est plutôt flou. Oui, mais un capteur d'objectif photo, c'est constitué de pixels, ou de grains, si c'est une vieille pellicule. D'accord? Et le pixel, lui, il va s'allumer de la même manière que vous l'éclairiez avec un point ou avec une tache, du moment où la tache est plus petite que la taille d'un pixel. Donc tous les points qui sont entre A et C, ils vont rentrer dans un pixel. Et donc ils vont être photographiés net. De la même manière, on peut faire le même raisonnement pour les points qui sont en avant de A. Tous les points qui sont avant A et qui vont donner un point D' dont le faisceau, on le voit ici, crée une tache sur le pixel, mais une tache plus petite que le pixel, et bien tous les points entre A et D, ils vont aussi être photographiés net. Et donc on appelle la profondeur de champ tous les points entre D et C qui seront photographiés net parce qu'ils forment une tache plus petite qu'un pixel sur le capteur. Voilà pour l'explication. Si on vous demande au BTS d'expliquer ce que c'est la profondeur de champ, vous pouvez faire ce schéma. Maintenant, si on vous demande de calculer la profondeur de champ, vous refaites le même, mais il n'y a pas forcément besoin d'expliquer tout ça. Du coup, on vous donnera dans le sujet le diamètre du grain, c'est-à-dire la taille d'un pixel ou d'un grain de la pellicule. C'est une sorte de A'B' le plus petit qui rentre sur un pixel. Avec un petit gamma t, vous allez calculer l'objet correspondant, le plus petit objet dont la photo rentrerait sur un pixel. Et puis, en traçant juste ces deux droites, vous trouvez le point C. Juste ces deux droites, vous trouvez le point D. On est sur un schéma de principe, là, bien sûr. Mais, avec ces droites, comment trouver la valeur entre D et C? Eh bien, il faut trouver les coordonnées du point D et les coordonnées du point C. Et ça, vous commencez à sentir que ça veut dire qu'il faudra faire des équations de droite. Voilà. Du coup, la distance hyperfocale, on va le faire un peu, mais c'est la même chose. C'est une profondeur de champ aussi. Mais c'est une profondeur de champ quand on prend l'objet en photo à l'infini. Du coup, on ne peut pas aller plus en avant, on ne peut pas avoir de point D, on peut juste avoir un point C. Et l'image A' se formant sur la pellicule et aussi sur F'Obj, parce que A à l'infini donne A' sur F'Obj. Tous les points qui sont compris entre A à l'infini et C seront vus, photographiés net sur la pellicule, parce que eux aussi rentreront sur un pixel. Alors du coup, quelle distance on donne? Eh bien, on donne juste, dans ce cas-là, la position du point C. Cette position, c'est la distance hyperfocale. Les photographes, s'ils veulent photographier quelque chose de très loin et que tout ce qui est devant l'objet soit vu net, eh bien, par exemple, il faut qu'ils sachent placer ce point C le plus près possible de l'objectif photo, de l'appareil photo. Ça, c'est pour expliquer la distance hyperfocale. Maintenant, si vous voulez faire un exercice et calculer la position de ce point, on vous donnera le diamètre du grain. Vous pourrez calculer la taille de l'objet correspondant, non pas en millimètres parce qu'il est à l'infini, mais en angle avec
une formule de tangente comme d'habitude. L'angle que vous trouvez, en fait, vous pouvez le reproduire ici et y repérer le point C. Une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu le plus difficile parce que du coup, trouver la valeur, la position du point C, ça revient à se repérer par exemple dans ce triangle vert, écrire que la tangente du demi-angle, c'est le rayon de la pupille de sortie sur la distance C pupille d'entrée. Et la réponse à votre exercice, dans ce cas-là, ça serait la distance entre C et PE. Ça serait la distance hyperfocale. Voilà. Dernier point de ce cours, les conditions d'exposition similaires. Vous rappelez tout à l'heure que on pouvait, avec le diaphragme, contrôler la luminosité de la photo. Alors en photographie, on ne dit pas luminosité, on dit exposition. Et l'exposition, en fait, elle dépend même de 3 paramètres. Bien sûr, le nombre d'ouvertures, qui correspond à l'ouverture du diaphragme, mais aussi le temps de pose. Je ne sais pas si vous le savez, mais on fait rentrer la lumière dans un appareil photo pendant un certain temps que l'on peut choisir. Un quart de seconde, 2 secondes, 20 secondes, le temps qu'on veut. Et donc ça influe, bien sûr, plus on laisse un temps de pause long, plus de la lumière rentre et plus la photo va être lumineuse. Et puis ça dépend aussi de la sensibilité du capteur, représentée par le nombre d'ISO, qu'on peut aussi choisir quand on prend des photos. Et imaginons du coup qu'on veuille prendre en photo une balle qui tombe. Voilà quelqu'un qui veut prendre en photo une balle qui tombe, avec 3 paramètres N, T et L, qu'il a choisi un petit peu au hasard. La personne se rend compte que, alors oui, il y a assez de lumière, mais la photo, elle est floue. Elle est floue parce que le temps de pose, T, est trop long, et que pendant tout ce temps-là, la balle est tombée, et que l'appareil photo, il a donc pris en photo la balle qui tombe sur une certaine distance. Donc ça, c'est pas génial. La personne qui veut à ce moment-là voir la photo de la balle est obligée d'avoir un temps de pose beaucoup plus court pour figer la position de la balle sur la photo. Alors elle modifie T, elle passe à T', plus petit. Donc ça marche, mais le problème c'est qu'en mettant un temps de pose plus court, il y a moins de lumière qui rentre dans l'objectif photo et donc la photo est plus sombre. À ce moment-là, la personne a la possibilité de rattraper ça, de retrouver une exposition similaire en touchant soit au nombre d'ouvertures, soit à la sensibilité du capteur, soit aux deux. Alors, elle le fait, elle trouve donc un nouveau jeu de paramètres N', T', L', qui permettent et à la fois d'avoir une photo nette et à la fois de retrouver l'exposition de départ. Comment la personne a fait pour retomber dans les mêmes conditions d'exposition similaires? Eh bien, il suffit de respecter cette formule. Les 3 termes de départ T fois L sur N au carré, si le chiffre que ça donne, on le retrouve en faisant T' fois L' sur N' au carré, alors les deux jeux de paramètres correspondent à des conditions d'exposition similaires. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'objectif photo. J'espère que les choses étaient suffisamment claires. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt.